L'histoire de la mine et du charbon touche tout le territoire national puisque c'est l'énergie qui a permis de chauffer tous les foyers pendant des années. Le 19e siècle notamment va être le siècle des révolutions industrielles et qui dit révolution industrielle dit source d'énergie nécessaire et cette source d'énergie c'est le charbon. Les mines du Nord-Pas-de-Calais, les compagnies minières du Nord-Pas-de-Calais ont donc œuvré à cette exploitation du charbon qui va servir à l'industrie française. Les mines du Nord-Pas-de-Calais, ce sont 300 ans d'exploitation, de 1720 à 1990. Et tout au long de cette période-là, les salaires des mineurs sont très différents en fonction des périodes ou des endroits. Au début du 19e siècle, les mineurs sont des ouvriers qui sont très bien payés. Ils vont subir une baisse de salaire, sous le Second Empire notamment. Donc on ne peut pas dire que les mineurs sont mal payés. C'est parfois une image que l'on donne d'eux, mais ça n'est pas une image réaliste sur l'ensemble de la période. La compagnie minière ne faisait pas seulement qu'exploiter du charbon, elle logeait ses ouvriers et donc avait construit des maisons qui étaient regroupées les unes à côté des autres pour former une cité. L'habitat des mineurs est plus grand, à chaque fois avec un jardin et un environnement beaucoup plus agréable à vivre que d'autres catégories d'ouvriers. Et surtout, les compagnies minières vont mettre en œuvre un certain nombre d'institutions qu'on appelle des institutions sociales, notamment pour les enfants, pour faire en sorte qu'il y ait moins de mortalité infantile. Quand on descend au fond de la mine, difficile de respirer au fond. On est confronté à des éléments qui sont très difficiles, la terre, les roches, qui peuvent amener des maladies. Une des maladies principales, la silicose. Donc les poussières de silice qui sont avalées par les mineurs. Au début du 19e siècle, le temps qui est considéré comme le temps de travail, c'est le temps où on va abattre le charbon ou travailler au fond de la mine. Ce qui ne comprend pas les heures de montée et de descente et le temps où on va atteindre le chantier où on va travailler. Parfois, si les chantiers sont éloignés de l'endroit où on descend, on peut rajouter 2 heures supplémentaires de travail. Ce temps de travail va évoluer tout au long du 19e siècle et notamment avec les grandes lois de 1890-1892 pour atteindre à la fin du 19e siècle 10 heures de travail au fond. Il faudra attendre le XXe siècle et 1919 pour que les ouvriers mineurs ne travaillent plus que 8 heures par jour et 1936 pour qu'ils aient 2 jours de repos hebdomadaire, donc 2 jours par semaine où ils ne travaillent pas. On dit souvent que travailler au fond de la mine, c'est être confronté aux 4 éléments. Terre, air, eau, feu. Donc la terre qui peut ensevelir, puisqu'on peut subir un éboulement. L'air, puisque difficulté à respirer. L'eau, parce qu'il y a des remontées d'eau et qu'on peut avoir des inondations et être noyé. C'est un peu l'accident que l'on connaît dans Germinal d'Émile Zola. Et le feu, parce que les poussières ou le grisou peuvent enflammer et donc tout consumer sur place. Vous vous doutez bien que très vite, il a fallu mettre en place des conditions pour faire en sorte que on puisse travailler au fond avec le plus de sécurité. Tout simplement pourquoi? Parce que les patrons des mines avaient besoin d'aller exploiter du charbon. Un patron a besoin de gagner de l'argent. Donc remonter du charbon et avoir beaucoup de charbon, ça permet de gagner plus d'argent et donc plus de rentabilité pour l'entreprise. S'il y a des accidents et s'il y a des ouvriers qui sont blessés ou morts, plus d'argent. Donc oui, des dangers sont là, oui, des accidents, il y en a, mais on est obligé de mettre en place des conditions de sécurité pour protéger les mineurs et donc protéger l'outil de travail. On va avoir énormément de changements en matière de droit du travail. Au début du 19e siècle, les enfants peuvent travailler 14 heures. Un règlement en 1813 va venir quantifier ce temps à 13 heures, puis à 12 heures, puis à 10 heures. Puis en 1874, le travail des enfants en dessous de 10 ans va être interdit au fond. Ce qui veut dire qu'à partir de 10 ans, on peut descendre.
Il faut attendre 1892 pour que, à nouveau, on vienne dire non. Avant 10 ans, on ne peut pas descendre au fond. Ce qui laisse sous-entendre qu'entre 1874 et 1892, certains enfants descendaient encore. Comment le sait-on? Tout simplement parce que nous avons des archives et que ces archives retracent notamment des accidents qui sont survenus dans les mines et dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, où on a par exemple des accidents au tout début du 19e siècle avec des enfants de 8 et 9 ans, garçons et filles. Au niveau des mouvements sociaux, c'est vrai que la communauté mineure a été extrêmement importante dans l'histoire. Ça fait partie des ouvriers qui se sont battus pour obtenir des droits, et notamment par le biais des syndicats. Et donc les syndicats mineurs étaient extrêmement puissants dans l'histoire de notre pays. Alors les syndicats de mineurs sont organisés généralement sous forme associative sur tout simplement des cotisations qui sont versées par les personnes qui veulent adhérer à ce syndicat qui vont ensuite se rassembler pour porter auprès notamment des patrons les différentes revendications. Ce qui est intéressant, c'est que ces rassemblements d'ouvriers pour s'unir et pour pouvoir porter des revendications ont même été créés avant que les syndicats ne soient autorisés légalement. L'autorisation date de 1884. Chez nous, les deux premiers syndicats datent de 1882 et de 1883. Les syndicats dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment dans le bassin minier, vont être très actifs. Les actions peuvent être des cahiers de doléances, des revendications liées au salaire. Ça peut être ensuite, bien évidemment, des grèves qui vont être de plus en plus nombreuses dans les années 1880-1890 et au moment où on va changer de siècle. Le cas de la mine est un cas très particulier par rapport au reste des corporations ouvrières. Tout simplement parce que la corporation minière va bénéficier très vite et très tôt d'un certain nombre de lois sociales et du travail qui vont encadrer la profession de mineur. Au XIXe siècle, dans les années 1890, 1892, 1894, une sécurité sociale minière pour toute la corporation va accorder aux ouvriers malades des droits avant toute sécurité sociale pour le reste des ouvriers ou le reste des employés en France. Des caisses de retraite également. On est toujours dans ces années 1890. Des lois vont être votées au Parlement afin d'accorder ce droit aux ouvriers mineurs. Vous n'allez pas trouver ça dans les autres corporations ouvrières. Des représentants du personnel, les délégués mineurs à la sécurité des ouvriers. Et ces délégués vont veiller à la bonne gestion de la sécurité des ouvriers. Donc les conventions collectives, ce sont des textes qui régissent le droit du travail, les droits des ouvriers, les droits des employés. Les compagnies minières ont réussi à réunir une convention collective pour la première fois à la fin du XIXe siècle, qui a réuni des patrons et des ouvriers autour de la même table pour discuter des salaires. Et ça, c'était la première fois que ça se faisait en France. 1864, les premières grèves ont été autorisées à ce moment-là, mais il y avait déjà des grèves auparavant. La plus ancienne que nous connaissons chez nous dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, c'est l'émeute des 4 sous qui date de 1833. Les ouvriers d'Anzin vont réclamer les 4 sous qui leur ont été ôtés de leur salaire, ces 4 sous qui correspondaient au boisage dans les galeries. Donc leur salaire avait été amputé de 4 sous et les ouvriers se sont mis en grève pour ça. La grande grève de 1884. C'est vraisemblablement la plus célèbre au XIXe siècle. C'est la plus longue de l'histoire des mines qui va commencer toujours à la compagnie des mines d'Anzin. Et c'est celle que Émile Zola va découvrir. Puisque 3 jours après le début de la grève au mois de février, Émile Zola vient à Valenciennes et va regarder comment se déroule une grève de mineurs pour pouvoir la décrire dans son roman Germinal.
quand on parle de Germinal, on parle du best-seller de la mine, lu par des millions de personnes partout dans le monde. Germinal est un des premiers romans ouvriers. Zola, c'est un romancier, mais c'est un journaliste. Et surtout, Émile Zola est le chef de file d'un courant littéraire du 19e siècle que l'on appelle le naturalisme, qui veut absolument faire en sorte que l'écrit reflète la réalité et s'appuie sur des faits, s'appuie sur des sources. Germinal, c'est l'exemple même de cela. Émile Zola, qui veut écrire un deuxième roman sur le monde ouvrier après l'Assommoir, n'a qu'une envie, c'est pouvoir venir dans un bassin minier dès qu'il va se passer quelque chose. Il vient en 1884, tout de suite après le déclenchement de la grande grève des mineurs d'Anzin. Il va rencontrer le directeur des mines, il va rencontrer les ingénieurs, il va visiter les installations minières, il va descendre au fond avec un ingénieur, habillé comme un mineur, découvrir ce qu'est le fond d'une mine, les conditions, l'obscurité, le froid ou la chaleur, les bruits. Zola nous a laissé des manuscrits et dans ses carnets de notes, il y a des plans où il situe très exactement les fosses qu'il va visiter et à côté, sur les mêmes plans, il va venir pointer un endroit en mettant Voreux. C'est-à-dire qu'il va venir rajouter sa fosse au milieu des autres. Et la compagnie de Montsou, telle qu'il nous l'a décrit, correspond exactement à la compagnie des mines d'Anzin de l'époque. Et quand on regarde l'organisation de la compagnie, le nombre de salariés, le nombre de patrons, le nombre de fosses, et que l'on compare à ce que Zola va nous décrire dans Germinal et la compagnie de Montsou, on a un véritable calque. Il va y passer du temps et il va aussi aller dans les cités minières, dans les corons, rencontrer les hommes et les femmes de la mine, aller discuter avec eux, rentrer dans la maison, voir comment ces gens la vivent, pour nous redonner à lire et à découvrir cette réalité. Mais, s'il est chef de file du naturalisme, Émile Zola est avant tout romancier. Quand il aura besoin effectivement d'un peu plus d'animation, il va parfois exagérer la situation. Quand vous lisez le roman de Zola, vous voyez un monde très noir, des conditions de vie très misérables. Je ne pense pas forcément que cette image très noire, très misérabiliste, véhiculée par Zola, soit très juste. Et puis la grève, ces grèves extrêmement importantes, ça n'est pas la réalité de ce qu'a vu Zola quand il est venu en 1884, puisque dans les notes arrivées jusque nous, on voit très bien qu'il s'interroge parce qu'il s'attendait à voir une violence, des combats de rue, des barricades, etc. et qu'il trouve les mineurs très paisibles pour un mouvement de grève. La grève en elle-même, effectivement, c'est quelque chose qui est réel, mais qui est largement romancé. Étienne Lantier est le personnage le moins décrit dans Germinal. C'est-à-dire que si on met bout à bout toutes les descriptions de lui, ce qu'il est, on arrive à peine à 10 lignes. Ça permet de découvrir aussi un monde, puisque Étienne n'est absolument pas en lien avec la mine, ne connaît rien au monde de la mine, ne connaît rien à notre région, et c'est un peu à travers ses yeux que l'on va découvrir le monde de la mine, le travail, les ouvriers, leurs revendications, leurs besoins. Et c'est le personnage qui va aussi venir égrener un certain nombre de revendications et d'idées socialistes à l'esprit des ouvriers. Il y a quelque chose de très compliqué dans le roman de Germinal parce que Émile Zola va venir dans le bassin minier en 1884 avec des idées socialistes et des mouvements qui sont en cours en 1884. Mais son roman se situe 20 ans plus tôt. Donc l'historien aujourd'hui va vous dire
l'anarchie en 1866-1867, telle que c'est décrit dans Germinal, est totalement impossible.